Ça le vient. Ça vient, ça vient. Non, non. Faut incliner ça plus. Faut incliner ça plus. Tu inclines ça plus et puis tu fais ça comme ça. Tirez. Tirez là-bas. On va monter à court. On va monter à court. Allez. Voilà. Allez. Ça c'est pas ça. On va mettre un peu là, on va monter à court. Chef. Ici. Va mettre la poche aussi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train... Vous étiez de l'autre côté à la station là-bas? Oui, oui. Donc vous n'avez pas pu vous approvisionner Oui, j'ai directement? Non, je n'ai pas pu. Comme je suis en panne sèche, donc il faudrait que je prenne ça dans un bidon avant de le mettre dans mon véhicule. C'est comme ça tous les jours pour vous là? Oui, parce que tous les jours, il n'y a pas le carburant, c'est ce qu'on nous dit. Donc, si on trouve l'occasion d'avoir le carburant quelque part, il vaut mieux en profiter avec le bidon. C'est pas un risque pour vous, non? On sait que c'est un risque, mais on est obligé et on ne peut pas faire autrement. On a traité de votre famille pour l'heure. Non, on a mis ça. Depuis 5 jours, on peut faire dans toutes les stations. C'est à ce spectacle que nous assistons. Là, aujourd'hui, il y a un peu de gasoil. Donc, un coup, il y a le gasoil, un coup, c'est... Un coup, c'est le super. Et là, aujourd'hui, ils ont du super, du gasoil plutôt. On va voir ce que ce sera demain. C'est pas infernal pour vous, les automobilistes, non? Ah, si, c'est plus qu'infernal, même, c'est pénible. Parce qu'on ne sait pas à quel moment ils sont livrés, à quel moment il y a des taux de stock. Donc on est obligé comme ça d'avoir quelques personnes en précurseur et qui nous donnent des indications. Ouais, là il y a une livraison et puis on s'avance. Alors, est-ce que vous vous approvisionnez? Vous faites quoi, le plein ou vous faites demi-plein? Enfin, personnellement, jusqu'à combien ils donnent? Moi, c'est le plein. Hein. Donc pour l'instant, j'avais le plein toute la semaine. C'est maintenant que je suis presque en... Est-ce qu'ils acceptent de vous faire le plein? Je ne sais pas. Je le saurai tout à l'heure. Hein. Je pense que si. Je pense que si. Mais je le saurai tout à l'heure. Ok, merci et bon dimanche. Merci à vous pareillement. Mais vous ne faites pas aussi la même chose que nous? Donc vous n'avez pas de... Vous n'êtes pas en rupture, vous? Si, je fais la même chose. Voilà pourquoi je vous ai posé la question de savoir est-ce que vous faites le plein? Parce que à ce qui semble, ils ne font pas de plein. Vous arrivez, vous donnent juste pour 10 000 francs. Juste pour 10 000? Oui. Oh! Donc vous faites des stations en station, 10 000 ici, 10 000 là-bas, 10 000 là-bas. Encore faut-il qu'on trouve une station voilà. où on va avoir... Voilà. Bon. Ben, merci pour l'information. Hein. Merci et bonne chose. Ok, au revoir. Mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Les raisons profondes de la grève. Bon, ce qui a conduit l'Organisation nationale des employés du pétrole à déposer un préavis de grève sur la table du gouvernement depuis le 20 novembre 2014, ce sont essentiellement un certain nombre de situations qui prévalent dans le secteur pétrolier et activités connexes. Donc les activités connexes intègrent la sous-traitance et les services pétroliers, etc. Donc, dans notre secteur d'activité, il y a que depuis le 1er juillet, le gouvernement a rendu effectif les prélèvements de l'assurance maladie obligatoire CNAMGS depuis le 1er juillet 2014. Et or, le constat qui a été fait, c'est que vous avez deux populations de travailleurs.
ceux qui sont immatriculés à la CNAM-GS et ceux qui ne le sont pas. Mais toutes les catégories de travailleurs sont prélevés à la fin de chaque mois. Et ces prélèvements ont été jugés excessifs par l'ensemble des travailleurs. Pourquoi? Parce que le taux de cotisation qui est fixé à 2,5% a été défini de manière arbitraire, sans consulter les travailleurs et les employeurs qui sont les pourvoyeurs de fonds du fonds du secteur privé. Parce qu'il y a 3 fonds au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Il y a le fonds 1, qui est le fonds du secteur privé, alimenté essentiellement par les cotisations, donc les prélèvements effectués sur les salaires des travailleurs du secteur privé et la part patronale reversée par les employeurs du secteur privé. Le deuxième fonds, qui est le fonds des agents de l'État, est un fonds qui est alimenté par les cotisations donc, des agents publics de l'État et l'État employeur, qui malheureusement ne payerait même pas sa part patronale. Et il y a le troisième fonds, celui des Gabonais économiquement faibles, pour ne pas dire les pauvres, puisque c'est le terme pudique qui a été trouvé pour désigner les pauvres, ces Gabonais économiquement faibles. Ce fonds est alimenté par un prélèvement de 10% sur le bénéfice de toutes les compagnies de téléphonie mobile. Et il y a également un financement, on va dire, un prélèvement indirect qui est fait sur les coûts des transactions financières faites à l'étranger hors zone CEMAC. Donc, à chaque fois que vous envoyez 100 000 francs à l'étranger hors zone CEMAC, par exemple par Western Union va prélever 1,5% de la somme envoyée qui sera reversée à la CNAM-GS. Et je vous laisse apprécier le nombre de transactions financières faites au cours d'un mois et qui rapportent beaucoup d'argent à la CNAM-GS. Donc, tout cet argent est d'abord géré de manière tout à fait opaque, sans le moindre contrôle. Donc nous disons que les prélèvements sont excessifs, les plateaux techniques n'existent pas, la qualité de soins, là où il y a des structures qui soi-disant sont conventionnées par la CNAM-GS, les plateaux techniques ne sont pas à niveau. Donc la prestation est excessive, les prélèvements sont excessivement élevés, donc pèsent sur le pouvoir d'achat des travailleurs. Parce que nous disons, quand on veut lutter contre la pauvreté et la précarité, il ne s'agit pas d'affaiblir ceux qui travaillent, d'appauvrir davantage ceux qui travaillent. Donc prélever plus pour une gestion opaque où il n'y a aucun contrôle. Parce qu'une de nos demandes en ce qui concerne la CNAM-GS, c'est la mise en place d'un organe de contrôle indépendant des structures de gestion pour que nous sachions ce qui est fait de l'argent que nous payons. Il y a donc que ces prélèvements sont excessifs. Il y a que l'assurance maladie obligatoire, aujourd'hui, met en péril un certain nombre d'acquis que nous avions. Dans plusieurs entreprises du secteur privé, il y a des assurances privées qui ont été souscrites par les employeurs au bénéfice de leurs salariés et de leurs ayants droit. Or, aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire usage de ces assurances privées pour la simple et bonne raison qu'on vous exige la carte CNAM-GS et quand vous ne l'avez pas, l'assurance qui vous permettait d'être pris en charge totalement, vos ayants droit, n'est plus opérationnelle. Donc, les rapaces qui sont derrière cette histoire préfèrent mettre en péril nos vies et celles de nos ayants droit, donc notre santé, pour pouvoir se remplir les poches parce que les prestations sont nulles. Aujourd'hui, si vous êtes immatriculé à la CNAM-GS, vous allez dans une structure hospitalière, on vous dira qu'on ne vous attendez, on préfère recevoir ceux qui payent cash parce que la CNAM-GS ne paye pas à temps. Donc, nous avons dit qu'il faut réhabiliter les plateaux techniques. Nous avons dit pour que la solidarité ait un sens, les fonds de souveraineté dont bénéficient un certain nombre d'autorités et d'institutions qui ne sont même pas imposables, donc qui échappent à l'impôt, qui sont en fait prélevés sur le budget de l'État, qui bénéficient à quelques institutions ou quelques personnalités, que ces fonds de souveraineté fassent aussi l'objet d'un prélèvement, que l'on prélève 2,5% pour accélérer la réhabilitation des plateaux techniques. À ce niveau-là, il n'y a rien. Donc le gouvernement nous dit qu'il ne peut pas suspendre les prélèvements, donc c'est un des points. Je vais d'abord vous donner tout le contenu des discussions autour de ce point, ensuite j'attaquerai le point suivant. Donc pour ce qui est de la CNAM-GS, l'ONEP demande la suspension des prélèvements, qu'il soit mis en place un forum, urgemment un forum avec tous les acteurs qui payent, les employeurs du secteur privé, les travailleurs du secteur privé, et qu'ensemble nous redéfinissions les contours de cette assurance pour que nous-mêmes nous nous y retrouvions et que nous puissions nous l'approprier.
Ensuite, les prélèvements reprendront. Il s'agit de redéfinir quoi? L'assiette de cotisation, qui est à géométrie variable, d'une entreprise à une autre. Les éléments qui sont prélevés ne sont pas les mêmes. Le taux de 2,5% qui a été fixé de manière arbitraire doit être revu et rediscuté ensemble de manière consensuelle pour que nous trouvions donc un taux qui soit acceptable pour tout le monde et qui ne pèse pas trop sur les revenus des ménages. Il y a également donc la redéfinition du plafond. La CNAMGS a reconnu qu'une étude actuarielle avant le lancement avait recommandé que le plafond soit de 2 500 000 au lieu de 6 millions. Mais comme peut-être certains avaient imaginé qu'il se ferait plus d'argent, ils ont préféré lancer l'assurance maladie en ignorant la recommandation et en fixant le plafond à 6 millions. Je rappelle qu'au cours d'une réunion tenue entre la CNAMGS et le patronat le jeudi 11 avril 2013, le dit patronat avait déjà posé le problème du taux de cotisation et du plafond de cotisation qui était élevé et qui devait avoir des conséquences négatives sur le pouvoir d'achat des travailleurs. Et la CNAMGS a complètement botté en touche. Aujourd'hui, nous savons que la CNAMGS est devenue une source d'enrichissement pour un certain nombre de personnes et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas arriver à cette suspension. Donc le gouvernement nous dit qu'il ne peut pas suspendre parce qu'il y a des gens qui sont en évacuation sanitaire, mais nous savons dans quelles conditions ces personnes se trouvent. Des personnes ont été abandonnées à l'étranger alors qu'elles avaient été évacuées par la CNAMGS. Il y a des gens qui vont en villégiature en Tunisie, au Maroc, prétextant qu'ils sont en évacuation sanitaire. Donc il y a un certain nombre de magouilles, il faut le dire de manière claire, autour de cette gestion opaque de la CNAMGS. Pour nous, il y a suspension, redéfinition, donc réforme de l'assurance maladie avec ceux qui payent, les employeurs et les salariés du secteur privé. Sinon, la grève se poursuit. Le deuxième point qui a fait l'objet donc de notre préavis de grève, c'est la situation des délégués du personnel illégalement licenciés à Perenco. Nous avons dit au gouvernement 3 choses. Perenco a licencié et sanctionné un certain nombre de délégués du personnel en prétextant que la grève de mars 2013 était illicite. Nous avons dit qu'aucun directeur général n'est juge. Un directeur général, un employeur qui présume qu'une grève est illicite, saisit les tribunaux, fait constater le caractère illicite de la grève, saisit les tribunaux au fin de faire constater la situation et seul le tribunal est habilité à déclarer une grève illicite ou non. Donc, la directeur générale de Perenco ne pouvait pas se réveiller un bon matin, estimer que la grève est illicite et commencer à sanctionner. La deuxième chose, c'est que l'État nous a pénalisés dans ce dossier. Parce que la demande de licenciement des délégués du personnel, comme le veut la loi, était adressée à l'administration du travail, qui avait le procès verbal signé le 16 mars 2013, et dans lequel l'État réaffirme un principe de droit simple. Les salariés qui ont participé à la grève ne devaient pas être inquiétés pour leur rôle, le rôle qu'ils y auraient joué. L'État avait pris cet engagement, mais l'autorisation de licencier les délégués qui a été donnée par l'inspecteur spécial du travail en charge du secteur pétrolier s'est faite en violation de cet engagement. La troisième chose, c'est que lorsque l'autorisation a été donnée et que le licenciement a quand même été prononcé par la société Perenco, le NEP a introduit un recours hiérarchique auprès de la Direction générale du travail, de l'emploi et de la main-d'œuvre, qui est le supérieur hiérarchique de l'inspecteur spécial du travail chargé du secteur pétrolier. Ce recours a confirmé malheureusement la décision de l'inspecteur. Il nous restait donc le recours juridictionnel. Ce recours juridictionnel se fait auprès du Conseil d'État. Le NEP a donc depuis lors essayé de saisir le Conseil d'État pour casser la décision de l'administration. Or, nous nous sommes retrouvés dans l'impossibilité de le faire pour la simple et bonne raison que pendant 2 ans, le Conseil d'État, qui est un organe constitutionnel, était en déshérence, n'avait pas de siège, et alors que c'est de la responsabilité du gouvernement de lui doter d'un siège, cette institution malheureusement judiciaire, qui permet, n'est-ce pas, aux citoyens, à chaque fois qu'ils se sentent lésés par l'État, d'essayer d'obtenir justice, cette institution a été laissée en situation de SDF, pour parler ainsi, pendant 2 années, sans que personne ne s'en préoccupe. Nous disons qu'à partir du moment où l'État n'a pas doté le Conseil d'État d'un siège, le Conseil d'État nous a dit qu'il ne pouvait pas recevoir notre requête parce que ne disposant pas d'un greffe pour l'enregistrer, car pas de siège, pas de greffe, donc pas d'enregistrement de requête. Donc en cela, l'État, pour n'avoir pas pourvu le Conseil d'État d'un siège, nous lèse parce que les délais qu'on aurait pu endurer pour le traitement de la procédure ont été relativement allongés, même si nous apprenons maintenant que le Conseil d'État vient d'être doté d'un siège.
Il y a que, après le rendu du Conseil d'État, nous allons probablement envisager d'aller devant les tribunaux. Là aussi, ce sont des délais qui ont été rallongés, parce que depuis 2013, peut-être que nous serions arrivés au bout du traitement de ce dossier par les voies judiciaires. Donc, pour toutes ces raisons, nous tenons l'État pour responsable de la situation. D'abord, manquement aux engagements, avoir permis qu'une entreprise se fasse justice, nous avoir lésé en ne dotant pas le Conseil d'État d'un siège qui nous aurait permis, nous, d'user de nos droits de recours. Pour toutes ces raisons, l'État devait s'arranger pour que les délégués du personnel, ceux qui ont reçu des sanctions disciplinaires, que ces sanctions soient annulées, que ceux qui ont été licenciés soient réintégrés, réhabilités avec toutes les conséquences financières qui s'ensuivent. L'État nous a proposé à la place de lui demander la charité en disant on ne peut pas réintégrer. Ce qu'on vous propose, c'est que si notre responsabilité est établie, nous payons des dommages et intérêts, mais nous avons établi cette responsabilité qu'il continue de nier. La troisième voie qui nous a été opposée, c'est de négocier en petit comité un accompagnement social. Nous avons dit, nous, entre le droit et demander la charité, pour préserver la dignité de notre organisation, nous préférons user des voies de droit. Nous ne sommes pas là pour demander la charité. Après, ils vont écrire dans leurs journaux qu'ils ont corrompu la direction de l'ONEP. Voilà où on en est. Comme ça a été le cas, parce que nous avons saisi l'opportunité pour clarifier en présence du Premier ministre, en présence d'un certain nombre de membres du gouvernement, la rumeur qu'ils avaient commencé à faire circuler, qui a paru même dans les journaux gouvernementaux, disant que l'ONEP serait manipulé par l'opposition. Le dire, c'est se rendre coupable à nos yeux d'un déni de toute forme d'intelligence aux 5600 membres de notre organisation. Est-ce que nous avons besoin de l'opposition depuis que l'ONEP existe? L'ONEP a 13 ans d'existence aujourd'hui. L'ONEP a toujours posé des problèmes de manière responsable et des problèmes sérieux. Est-ce que l'ONEP a eu besoin de l'opposition pour se faire manipuler? Nous leur avons dit, si vous avez des problèmes avec l'opposition, allez régler vos problèmes avec l'opposition. Maintenant, si vous avez peur de cette opposition, vous avez peur de M. Ping, que vous prétendez que j'aurais rencontré. Vous avez les services secrets parmi les plus puissants du monde. Vous écoutez mes conversations téléphoniques. Toutes mes lignes téléphoniques sont sur écoute. Je reçois des coups de fil anonymes, des menaces de mort et tout cela. Mais vous avez toute l'armada, tous les moyens de l'État. Vous pouvez savoir, vous savez même certainement ce que je mange à midi. Vous connaissez où j'habite. Donc vous pouvez me dire, je vous mets au défi de me dire à quel moment j'aurais rencontré ces responsables syndicaux. Je leur ai dit, arrêtons la distraction. Le NEP est une organisation. Les travailleurs vivent un certain nombre de situations. Sont-ils assez idiots pour ne pas être capables de poser eux-mêmes leurs problèmes sans qu'ils ne soient manipulés? Au contraire, c'est le gouvernement qui veut nous instrumentaliser. Donc nous leur avons demandé de dire à leurs journaux, parce que là, ils n'aident pas le journalisme. Ils tirent le journaliste par le bas en le manipulant. Et c'est pour ça que les journalistes vaillants, ceux qui font le travail, qui font la vérité, sont muselés, sont écartés de la scène. Parce que dans notre pays, on préfère la désinformation, on préfère mentir, on préfère salir l'image de ceux qui posent des problèmes de manière claire. Donc nos problèmes sont purement d'ordre social.